L'Arctique est-il en train de devenir le prochain champ de bataille mondial? Mesdames et messieurs, nous suivons une histoire en développement qui pourrait remodeler l'architecture de sécurité de l'hémisphère nord. Selon des rapports de dernière minute d'AP News et des déclarations officielles du gouvernement britannique, le Royaume-Uni a entamé des pourparlers urgents avec ses alliés de l'OTAN pour établir un nouveau périmètre défensif dans l'Arctique. Cette décision est une réponse directe à ce que Londres décrit comme une augmentation alarmante de l'activité militaire de la Russie et de la Chine dans la région polaire. La ministre britannique des Transports, Heidi Alexander, a officiellement confirmé que la Grande-Bretagne est le fer de lance de cette initiative visant à sécuriser le flanc nord. Dans une déclaration franche, elle a averti que la fonte des glaces n'est pas seulement une crise environnementale mais une menace pour la sécurité, ouvrant de nouvelles routes maritimes que des puissances adverses sont impatientes de monopoliser. La situation s'aggrave rapidement. Les images satellites et les rapports de renseignement cités par Reuters indique que la Russie ne se contente pas de fortifier sa flotte du Nord, mais qu'elle est désormais rejointe par des navires chinois qui testent les eaux du Grand Nord. La préoccupation stratégique est claire pour les observateurs militaires. Cela représente un mouvement de tenaille potentiel par Moscou et Pékin pour dominer les ressources et les routes commerciales du futur. Pourquoi le Royaume-Uni appelle-t-il à un anneau défensif maintenant? Quelles menaces spécifiques ont été détectées sur les radars et l'OTAN est-elle vraiment prête à affronter la flotte de brise-glace nucléaire russe? Restez à l'écoute alors que nous plongeons au cœur des spécifications techniques et de la réalité géopolitique de ce conflit gelé. Pour comprendre pleinement pourquoi le Royaume-Uni et l'OTAN se mobilisent d'urgence pour un nouveau cercle de feu Ring of Fire arctique, nous devons écarter la rhétorique politique et regarder la froide et dure réalité du matériel militaire. L'Arctique n'est plus seulement une étude de cas sur le changement climatique, il s'est transformé en un théâtre de guerre asymétrique où l'équilibre des pouvoirs penche actuellement lourdement en faveur de la Fédération de Russie. La mesure la plus critique dans la guerre polaire n'est pas le nombre de porte-avions ou de chars, mais la capacité à se déplacer à travers la mer gelée. Cela se définit par la capacité brise-glace. Selon les données de l'United States Naval Institute News et du Congressional Research Service, la disparité entre l'Alliance occidentale et la Russie n'est pas juste un écart, c'est un gouffre. La Russie est le titan incontesté de l'Arctique. Elle possède la seule flotte de brise-glace à propulsion nucléaire au monde. Alors que les navires à propulsion diesel sont limités par la capacité de carburant et la puissance du moteur, les brise-glaces nucléaires ont une autonomie pratiquement illimitée et l'immense couple nécessaire pour broyer des couches de glace pluriannuelles. Regardons le fleuron de cette domination, les brise-glaces de classe Arctica projet 22220. Une analyse détaillée de Naval News révèle l'efficacité terrifiante de ces léviathans. Le déplacement de ces navires est de plus de 33 000 tonnes, ce qui les rend massivement plus grands que la plupart des croiseurs lance-missiles. Ils sont propulsés par deux réacteurs nucléaires RITM-200, générant 175 MW de puissance. Cela leur permet de briser la glace jusqu'à 3 mètres, soit près de 10 pieds d'épaisseur, à une vitesse continue. Ce ne sont pas seulement des navires scientifiques, ils sont conçus pour ouvrir des voies aux navires de guerre et aux convois commerciaux le long de la route maritime du Nord. La Russie exploite actuellement 3 de ces géants modernes, nommés Arktika, Sibir et Ural, avec d'autres en construction nommés Yakoutia et Tchoukotka. De plus, la Russie développe la classe Leader Projet Sin-10. S'ils sont achevés, ceux-ci déplaceront 70 000 tonnes, rivalisant avec la taille des super porte-avions et seront capables de briser une glace de 4 mètres d'épaisseur, assurant une navigation toute l'année, quelle que soit la sévérité de l'hiver. En contraste frappant, les États-Unis, la principale superpuissance de l'OTAN, sont en crise. La garde côtière des États-Unis, comme le rapporte Defense.gov, ne compte actuellement que sur un seul brise-glace lourd, l'USCGC Polar Star. Mis en service en 1976, le Polar Star opère des décennies au-delà de sa durée de vie prévue. Il cannibalise des pièces de son navire jumeau désarmé juste pour rester à flot. Un deuxième navire, le Healy, est un brise-glace moyen conçu principalement pour la science et il a récemment souffert d'incendies dans la salle des machines qui l'ont écarté de missions critiques.
Le nouveau programme Polar Security Cutter a des années de retard et dépasse le budget de plusieurs milliards de dollars, laissant une dangereuse fenêtre de vulnérabilité. Le cercle de feu que propose le Royaume-Uni est essentiellement une contre-mesure au concept de défense de bastion de la Russie. Basée sur la péninsule de Kola, la flotte du Nord est le joyau de la marine russe. Selon les évaluations de renseignement du Centre d'études stratégiques et internationales, CSIS, la péninsule de Kola abrite la plus forte concentration d'armes nucléaires sur Terre. C'est le foyer des sous-marins lanceurs d'engins balistiques, spécifiquement de la classe Borei et de la classe Borei A. Ces sous-marins sont l'épine dorsale de la capacité de seconde frappe nucléaire de la Russie. Pour les protéger, la Russie a établi une bulle de déni d'accès et d'interdiction de zone A2, AD. La région est hérissée de systèmes de missiles solaires à longue portée S-400 Triumph déployés sur des bases de l'ère soviétique, remises à neuf comme la base aérienne de Nagourskoye sur la terre d'Alexandra. Cette base en forme de trèfle est capable d'accueillir des intercepteurs MiG-31 et des bombardiers stratégiques Tu-95 toute l'année. Pour la défense côtière, le déploiement de systèmes mobiles K300P Bastion P permet à la Russie de cibler des navires ennemis avec des missiles de croisière supersoniques P800 Onyx profondément dans la mer de Barents et la mer de Norvège. Cette stratégie de bastion est conçue pour garantir qu'aucune flotte de surface de l'OTAN ne puisse entrer dans la mer de Barents pour menacer les sous-marins nucléaires russes. En contrôlant la surface, la Russie garantit la survie de sa dissuasion nucléaire, alors que la Russie fournit la force brute, la Chine fournit l'intention stratégique à long terme. Bien que Pékin soit à 900 000 du cercle polaire arctique, elle s'est déclarée État proche de l'Arctique dans son livre blanc de 2018, un terme qui n'a aucun fondement en droit international, mais signale une intention claire. L'United States Naval Institute News suit la modernisation rapide de la flotte polaire de la Chine. Le point focal est le Guolong 2 ou Dragon des Neiges 2. Contrairement à son prédécesseur, acheté à l'Ukraine, le Guolong 2 a été construit localement en Chine. Il dispose d'une propulsion azipode avancée, lui permettant de pivoter à 360 degrés et de briser la glace en reculant, une capacité cruciale pour manœuvrer dans la banquise. Bien qu'officiellement désignée pour la recherche, les agences de renseignement occidentales restent sceptiques. Les données hydrographiques collectées par les navires chinois concernant la salinité, les couches thermiques et la topographie des fonds marins sont exactement les données requises pour les futures opérations sous-marines. Si les sous-marins chinois doivent patrouiller efficacement dans l'océan Arctique, ils ont besoin de cartes détaillées du terrain sous-marin que le Guolong 2 compile activement. De plus, des rapports de Breaking Defense suggèrent que la Chine envisage le développement de son propre brise-glace à propulsion nucléaire, utilisant une technologie similaire à celle prévue pour ses futurs porte-avions nucléaires. Cela permettrait à la marine de l'armée populaire de libération de projeter sa puissance mondialement en contournant les goulots d'étranglement du détroit de Malacca et du canal de Suez. Où se situe le Royaume-Uni dans ce tableau? La Royal Navy a une fière histoire d'exploration polaire, mais ses atouts actuels sont modestes par rapport à la menace. L'atout principal est le HMS Protector, le navire de patrouille des glaces de la Royal Navy. Bien qu'il s'agisse d'un navire capable, équipé de systèmes modernes de relevés, de sonar et de grues, les spécifications de la Royal Navy confirment qu'il ne s'agit pas d'un brise-glace lourd. Il est conçu pour la glace de première année, qui est une glace relativement mince trouvée pendant les mois d'été. Il lui manque la coque renforcée et la puissance brute pour s'engager dans des manœuvres navales de haute intensité dans la banquise profonde de l'hiver où les navires nucléaires russes opèrent librement. Cependant, le Royaume-Uni apporte un type de force différent, spécifiquement la guerre sous la glace. Les sous-marins d'attaque nucléaire de classe Astute sont parmi les plus silencieux et les plus létaux au monde. Conçus pour chasser d'autres sous-marins, ils sont les gardiens silencieux de l'Atlantique Nord. Pourtant, un sous-marin ne peut pas faire la police sur une route commerciale, ni arrêter les tactiques de zone grise où des adversaires utilisent des navires sous pavillon civil pour harceler les infrastructures. C'est pourquoi le cercle de feu de surface est essentiel. L'adhésion récente de la Finlande et de la Suède à l'Alliance change considérablement le calcul. Ces nations apportent des capacités hautement spécialisées. La Finlande conçoit et construit la majorité des brise-glaces du monde. Leur flotte
bien qu'à propulsion diesel, est à la pointe de la technologie et armée par des marins qui ont vécu toute leur vie dans des conditions glaciales. La Suède possède les sous-marins de classe Gotland, experts dans les opérations en eau peu profonde dans la Baltique, ce qui se traduit bien dans les zones littorales de l'Arctique. Enfin, nous devons aborder l'infrastructure invisible. Le fond marin de l'Arctique est sillonné de câbles à fibres optiques vitaux et de gazoducs énergétiques. Le sabotage des gazoducs Nord Stream en 2022 et les dommages récents au gazoduc Baltic Connector ont mis en évidence la vulnérabilité de cette infrastructure. La direction principale de la recherche en eau profonde de Russie, connue sous le nom de Guji, exploite une flotte de sous-marins espions spécialisés et de navires de surface tels que le Yantar. Ces navires, ils sont équipés de mini-sous-marins capables de plonger à des profondeurs extrêmes pour mettre sur écoute ou couper des câbles. Le cercle de feu ne consiste pas seulement à arrêter des navires à la surface, il s'agit de créer un filet de capteurs utilisant des bouées sonars, des capteurs de fond marin et une surveillance par satellite pour détecter ces opérations secrètes avant que les communications critiques entre l'Amérique du Nord et l'Europe ne soient coupées. En résumé, la toile de fond de ce conflit est définie par un déséquilibre matériel massif. La Russie a les brise-glaces pour contrôler la surface et les missiles pour refuser l'accès. La Chine a le capital et la flotte à double usage pour étendre sa portée. L'alliance dirigée par le Royaume-Uni dans cette initiative se démène pour intégrer les atouts spécialisés des alliés nordiques afin de combler les brèches dans la ligne avant que la glace ne fonde complètement. Les enjeux stratégiques ne pourraient être plus élevés car le contrôle du Grand Nord dicte le contrôle de l'avenir du commerce mondial et de la sécurité énergétique. L'annonce par le Royaume-Uni de forger un nouveau pacte de sécurité arctique ne s'est pas produite dans le vide. C'est l'aboutissement d'une chronologie d'escalade tendue et à haut risque qui s'est déroulée au cours des 18 derniers mois. Pour comprendre la gravité de la situation actuelle, nous devons reconstituer la séquence des événements qui a forcé l'OTAN à tourner son regard vers le Grand Nord. Phase 1, l'éveil du renseignement. La séquence a commencé discrètement début 2024. Les agences de renseignement du Royaume-Uni et de la Norvège ont commencé à intercepter une série de signaux inhabituels provenant de l'archipel russe de la Terre François-Joseph. Selon des rapports déclassifiés et cités par Reuters, l'imagerie satellite a confirmé que la Russie ne se contentait pas de remettre à neuf d'anciennes bases soviétiques, elle construisait des infrastructures entièrement nouvelles et renforcées. La piste de la base aérienne de Nagurskoye a été étendue à 3500 mètres. Cette longueur spécifique est significative car elle permet le décollage et l'atterrissage de bombardiers stratégiques entièrement chargés et d'avions de transport lourd. Simultanément, la direction principale du renseignement de l'Ukraine a partagé des données critiques avec les alliés occidentaux, indiquant que la Russie avait déplacé les systèmes de défense côtière K300P Bastion P jusqu'au bord du plateau arctique. Ces systèmes, armés de missiles supersoniques Onyx, ont créé une zone de déni s'étendant sur 300 km dans la mer de Barents. C'était le premier drapeau rouge. La Russie verrouillait la porte de l'Arctique. Phase 2, les provocations de la zone grise. Suite au renforcement militaire, le conflit s'est déplacé dans la zone grise, une zone entre paix et guerre. Fin 2024, une série d'incidents inexpliqués s'est produite impliquant des infrastructures sous-marines critiques. Un câble à fibre optique sous-marin reliant le Svalbard à la Norvège continentale a été mystérieusement coupé. Bien que Moscou ait nié toute implication, la garde côtière norvégienne a suivi un chalutier russe équipé d'un équipement inhabituel de balayage des fonds marins flânant au-dessus du site du câble pendant 18 heures avant la panne. Cela a été suivi par l'incident du Baltic Connector où un gazoduc entre la Finlande et l'Estonie a été endommagé. Les enquêtes ont révélé l'implication d'un porte-conteneurs chinois, le New Polar Bear, qui a traîné son ancre à travers le pipeline sur des dizaines de milles nautiques. Que ce soit un accident ou un test délibéré de la détermination occidentale, reste un sujet de débat féroce au sein des cercles de renseignement. Cependant, le message reçu à Londres et à Washington était clair. Les adversaires de l'Occident sont les points faibles du domaine maritime. Phase 3, la contre-offensive diplomatique. En réponse à ces provocations, le Royaume-Uni a pris l'initiative diplomatique. En janvier 2025, le Royaume-Uni a accueilli un sommet de la force expéditionnaire conjointe GF. Cette coalition, comprenant 10 nations d'Europe du Nord, est conçue pour réagir plus vite que la plus grande alliance de l'OTAN.
Lors de ce sommet, le Premier ministre du Royaume-Uni a déclaré que le Grand Nord est un flanc vital pour la sécurité de l'Europe. Cela a conduit directement à l'initiative actuelle menée par la ministre des Transports, Heidi Alexander. La proposition est spécifique, la création d'une flotte de brise-glace coordonnée. Au lieu que chaque nation opère indépendamment, le Royaume-Uni a proposé une structure de commandement partagé où des actifs du Canada, des États-Unis, de la Finlande et de la Suède pourraient être déployés de manière interchangeable. Cela crée effectivement une force navale permanente pour l'Arctique, similaire aux forces navales permanentes de l'Alliance en Méditerranée. Phase 4, exercice Nordic Response. Les mots ont été bientôt soutenus par l'acier. En mars 2025, l'Alliance a lancé l'exercice Nordic Response. C'était un moment historique car il marquait la première fois que la Finlande participait en tant que membre à part entière de l'Alliance. Plus de 20 000 soldats de 13 nations ont convergé vers les frontières de la Norvège et de la Finlande. Le scénario était explicite. Repousser une force d'invasion tentant de s'emparer du port de Narvik et des aérodromes du Nord. Le Royaume-Uni a déployé le porte-avions HMS Prince of Wales pour diriger la composante maritime. Pour la première fois, des chasseurs furtifs F-35B Lightning II, lancés depuis un porte-avions britannique, ont volé profondément dans le cercle polaire arctique pour mener des frappes simulées sur des installations radars ennemies. Le corps des Marines des États-Unis a joué un rôle central. Ils ont déployé la 2e division de marine pour établir des bases éloignées sur la toundra gelée. Utilisant le concept d'opération de base avancée expéditionnaire, EABO, les Marines ont démontré la capacité d'atterrir sur des îles éloignées, d'installer des batteries de missiles anti-navires, de tirer sur des navires hostiles et de se déplacer avant que le feu de retour ennemi ne puisse les cibler. Cet exercice a prouvé que l'Alliance pouvait combattre et gagner dans des températures négatives. Phase 5. La réfutation russe et chinoise. Moscou a réagi avec fureur. Le ministère de la Défense de la Russie, via son canal officiel, a publié une déclaration avertissant que toute augmentation de la présence navale étrangère près de la route maritime du Nord serait considérée comme un acte d'agression. Pour démontrer leur détermination, la flotte du Nord a mené un exercice de tir réel quelques jours seulement après la fin de Nordic Response. Dans une démonstration de puissance brute, un sous-marin à propulsion nucléaire russe de classe Yasen M a testé avec succès un missile de croisière calibre depuis une position immergée sous la glace. Le missile a percé la calotte glaciaire et a frappé une cible sur le polygone de tir de la Nouvelle-Zambie à plus de 1000 km de là. C'était un signal direct aux capitales européennes. La Russie peut frapper n'importe quelle ville du continent sans que ses sous-marins ne fassent jamais surface. La Chine a également fait son mouvement. À l'été 2025, une flottille conjointe de navires de guerre russes et chinois a été repérée patrouillant près des îles Aléoutiennes, au large de l'Alaska. Cette formation comprenait le destroyer lance-missile chinois type 055, le Nanchang. C'est l'un des combattants de surface les plus puissants au monde, lourdement armé de 112 cellules de lancement vertical. La présence d'un atout chinois de si haute valeur si loin au nord a changé la donne. Cela signifiait que Pékin est prêt à engager son matériel le plus avancé pour soutenir les ambitions arctiques de la Russie. Phase 6, l'impasse actuelle. Cela nous amène à aujourd'hui. Les pourparlers initiés par le Royaume-Uni se déroulent dans un contexte d'interception quotidienne. Des chasseurs Typhoon de la Royal Air Force sont maintenant envoyés chaque semaine pour intercepter des avions de patrouille maritime russes Tu-142 sont dans l'espace aérien au nord de l'Écosse. Des sources d'informations navales rapportent que des navires hydrographiques russes constituent une présence permanente en mer du Nord, cartographiant le fond marin autour des parcs éoliens et des câbles Internet. Le Royaume-Uni et ses alliés font la course pour finaliser la logistique du nouvel anneau défensif. Le plan implique le déploiement de navires de surface sans équipage et de véhicules sous-marins autonomes pour assurer une surveillance 24 heures sur 24 des goulots d'étranglement entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni. La chronologie montre une trajectoire claire. Ce qui a commencé comme des projets de construction isolés a évolué en une confrontation militaire directe. L'Arctique n'est plus une zone tampon, c'est une ligne de front active. La décision du Royaume-Uni d'officialiser cette ceinture défensive est une reconnaissance que la période d'exceptionnalisme où l'Arctique était immunisé contre le conflit mondial est officiellement terminée. Les pièces d'échecs bougent et le prochain coup pourrait impliquer non seulement des exercices, mais une collision directe sur la glace.
Pour comprendre pleinement le poids stratégique du cercle de feu arctique, nous devons aller au-delà du mouvement des navires et regarder le grand échiquier de la stratégie mondiale. Nous avons consulté des rapports du Centre d'études stratégiques et internationales CSIS et de l'Institut international d'études stratégiques IUSS pour déconstruire les implications à long terme de cette impasse. Les experts s'accordent sur une conclusion effrayante. L'ère du Grand Nord basse tension est officiellement morte. L'Arctique n'est plus un sanctuaire de coopération scientifique, il est devenu la Méditerranée du XXIe siècle, un corridor maritime contesté où les intérêts des superpuissances nucléaires entrent en collision. 1. La géopolitique de la fonte des glaces. Le moteur de ce conflit est la physique simple. À mesure que la glace recule, la carte du monde est redessinée. Les analystes du CSIS soulignent que la route maritime du Nord réduit la distance maritime entre l'Europe et l'Asie jusqu'à 40% par rapport à la route traditionnelle via le canal de Suez. Pour la Fédération de Russie, ce n'est pas seulement une voie de navigation, c'est une bouée de sauvetage économique potentiel. Moscou envisage un avenir où elle contrôle le péage du commerce mondial. En fortifiant le littoral arctique, la Russie vise à dicter les conditions de passage un peu comme un gardien. Cependant, l'OTAN ne peut accepter un scénario où une puissance hostile détient les clés de l'Atlantique. Si la Russie peut fermer la route maritime du Nord ou menacer le flux de renforts de l'Amérique du Nord vers l'Europe, toute l'architecture de sécurité de l'Occident s'effondre. C'est pourquoi le Royaume-Uni pousse pour le cercle de feu. C'est une stratégie de confinement conçue pour garantir que la flotte du Nord reste enfermée dans la mer de Barents, incapable de percer dans l'océan Atlantique plus large pour menacer les lignes d'approvisionnement de l'Alliance. 2. La zone grise et le camouflage scientifique. Un aspect critique de cette analyse implique les tactiques utilisées par la République populaire de Chine. L'IISS met en évidence un schéma préoccupant qui reflète le comportement de Pékin en mer de Chine méridionale. La Chine utilise l'étiquette de la recherche scientifique pour masquer l'ambition militaire. En mer de Chine méridionale, nous avons vu la construction d'îles artificielles ostensiblement pour l'observation météorologique, qui ont ensuite été militarisées avec des batteries de missiles. Dans l'Arctique, nous voyons le même manuel. Les stations de recherche chinoises en Islande et en Norvège et leurs brise-glaces comme le Huelong 2 sont officiellement là pour étudier le changement climatique. Cependant, les experts avertissent qu'ils cartographie les thermoclines et les niveaux de salinité de l'océan. Ces données sont essentielles pour la guerre sous-marine. Le son voyage différemment dans l'eau froide et profonde. En maîtrisant l'acoustique de l'Arctique, la marine de l'Armée populaire de libération prépare le champ de bataille pour ses futures opérations sous-marines. La proposition du Royaume-Uni de partager des renseignements à travers l'Alliance est un contre-pied direct à cela. Elle vise à retirer le camouflage scientifique et à exposer l'intention militaire derrière ces missions à double usage. 3. Le défi de la lutte anti-sous-marine. D'un point de vue technique, The Warzone note que chasser des sous-marins dans l'Arctique est la tâche la plus difficile de la guerre navale. La couverture de glace doit créer un environnement acoustique chaotique. Le bruit des flots de glace en mouvement peut masquer le son d'un moteur de sous-marin. De plus, les bouées sonars traditionnelles ne peuvent pas être larguées facilement à travers une glace épaisse. Cela donne à la marine russe un avantage à domicile significatif. Leurs sous-marins sont conçus pour se cacher dans le bruit de la glace. La stratégie du cercle de feu reconnaît cette difficulté. Elle déplace l'attention de la chasse aux sous-marins en haute mer vers la surveillance des points d'étranglement, les portes étroites que les sous-marins doivent traverser. En saturant les espaces entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni avec des capteurs, l'Alliance espère créer un fil-piège numérique qu'aucun navire russe ne peut franchir sans être détecté. 4. La connexion avec l'Asie du Sud-Est. Pour notre public au Vietnam, les événements dans l'Arctique peuvent sembler lointains, mais ils sont intimement liés à la sécurité régionale. Le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine dans l'Arctique est un plan pour leur coopération ailleurs. Si la Chine réussit à établir une présence militaire permanente dans le Grand Nord, cela valide sa stratégie de construction d'installations à double usage à l'étranger. De plus, le détournement des routes commerciales vers l'Arctique pourrait modifier l'importance économique du détroit de Malacca et de la mer de Chine méridionale. Bien que cela puisse apparemment réduire la tension en Asie du Sud-Est en diminuant le trafic, cela pourrait paradoxalement rendre la région
plus volatile. Si la Chine se sent en sécurité dans ses lignes d'approvisionnement énergétique du Nord via l'Arctique, elle peut se sentir plus enhardie pour agir de manière agressive dans le domaine maritime du Sud. L'expansion de la flotte de brise-glace de la Chine est un signal clair qu'elle a l'intention de devenir une puissance maritime mondiale capable de projeter sa force des pôles gelés aux eaux tropicales du Pacifique. 5. La dimension nucléaire. Enfin, nous ne pouvons ignorer l'éléphant nucléaire dans la pièce. La péninsule de Kola est la base principale de la triade nucléaire russe. Toute augmentation de l'activité militaire par l'OTAN près de cette région est considérée par Moscou comme une menace existentielle pour sa dissuasion nucléaire. Cela crée un dilemme de sécurité classique. Les mesures défensives prises par le Royaume-Uni et ses alliés sont vues comme des préparatifs offensifs par la Russie. Cela augmente le risque d'erreur de calcul. Une collision entre un brise-glace et un destroyer ou une rencontre rapprochée entre des avions de chasse pourrait escalader rapidement lorsque des actifs nucléaires sont à proximité. L'analyse suggère que, bien que le cercle de feu soit une mesure défensive nécessaire, il nécessite une gestion précise pour prévenir une guerre accidentelle. La ligne entre dissuasion et provocation dans l'Arctique est aussi mince que la glace elle-même. Mesdames et messieurs, les événements que nous avons analysés aujourd'hui confirment une dure réalité. L'Arctique n'est plus une zone périphérique de silence gelé, il a évolué en un théâtre central de compétition stratégique mondiale. L'initiative du Royaume-Uni de forger un cercle de feu arctique est le signal le plus clair jusqu'à présent que l'OTAN se prépare à un conflit potentiel dans le Grand Nord. Nous assistons à la fin définitive de l'ère de l'exceptionnalisme où les régions polaires étaient considérées comme immunisées contre la friction de la politique des grandes puissances. Dans cette course à haut risque, l'Alliance occidentale est actuellement le challenger, sprintant pour combler l'écart face à la domination établie de la flotte du nord de la Russie et aux ambitions croissantes de la République populaire de Chine. La question demeure: cette nouvelle ceinture défensive sera-t-elle assez forte pour dissuader l'agression ou servira-t-elle simplement de fil-piège pour une guerre que personne ne peut se permettre de mener? À mesure que la glace continue de reculer, la chaleur de cette confrontation ne fera que s'intensifier. Le mouvement de chaque brise-glace et le déploiement de chaque bouée capteur est maintenant un coût calculé dans un jeu qui s'étend sur le toit du monde. Ici, chez Thomas, Actu Marine, nous restons engagés à vous apporter l'analyse la plus précise, technique et impartiale de ces développements critiques. Nous suivons les navires, nous analysons les missiles et nous lisons entre les lignes des déclarations diplomatiques pour que vous n'ayez pas à le faire. Si vous avez trouvé ce rapport informatif, veuillez soutenir notre travail en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rester informé des marées changeantes de la puissance navale mondiale. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans le prochain briefing.